quand on fait un enduit pierre vue comme ça, donc c'est un enduit qui est dressé à fleur des pierres, l'appareillage des pierres est important. C'est-à-dire si on a une maçonnerie comme à l'église de Laval, par exemple, c'est pas le même type de maçonnerie que chez vous. Là, c'est le même type de maçonnerie à peu près. Et les chaînes d'angle, c'est des pierres molasses, un peu comme chez vous. Alors c'est pas monté pareil parce que c'est pas la même époque. Mais quand même, ça vous donne un peu une idée. Donc là, on mélange le sable, on dresse l'enduit normal, comme si on faisait un corps d'enduit. Et ensuite, on vient le recouper à la truelle, dans le frais, à fleur des têtes de pierre, et on laisse apparaître des pierres. Et si vous voulez l'explication de ce type d'enduit, il faut déjà c'est courant. Donc techniquement, l'eau de ruissellement qui est la plus dangereuse, elle ne rentre pas à l'intérieur. Là, on voit là, par exemple, comme c'est ancien, ça ruisselle contre la corniche, parce qu'il y a eu un gros orage, ça ruisselle contre la corniche, c'est normal. Et là, ça ne rentre pas dans le mur, ça ne rentre pas dans des trous. Ça n'abîme pas les pierres, parce que ces maçonneries de pierres, elles ne sont pas faites pour être restées sans protection. Voilà. Et après, en esthétique, on le justifie. Ça imite, si vous voulez, un enduit un peu dégradé où on voit apparaître des têtes de pierre. Vous voyez ça là, ça, ces couleurs, et c'est parce que l'humidité elle ne rentre pas pareil à cet endroit-là qu'à cet endroit-là. Voilà, c'est tout. Donc ça y est pas quand il n'y a pas de pluie. Dès que c'est humide, et ça n'a pas le même aspect. Voilà. Là, cette façade, elle a fait plus d'humidité. Elle a d'autres couleurs. Voilà. Donc la chaux, c'est respirant, ça laisse respirer les murs. Par contre, quand l'eau elle arrive, elle rentre. Mais elle peut ressortir aussi. Voilà. Donc c'est là on est dans un enduit à la chaux. Là, ici, cette couleur-là, plus soutenue, c'est parce que là, il y a de l'humidité. Cette humidité-là, c'est certainement que par rapport au toit, il y avait des fuites qui sont restées pendant des années. Pendant des années, l'eau est rentrée dans le mur. Donc aujourd'hui, on met un enduit à la chaux, ça pompe l'humidité, elle ressort. Donc ça fait ça. Là, il n'y a pas, c'est plus sec, c'est pas la même couleur. Et ça, on n'y peut rien. Moi, quand j'ai fait mon enduit, je fais mon enduit partout, et là, il y a de l'humidité qui ressort. La chaux, ça a du retrait. Donc, venez voir ici. Vous voyez ces fentes là? Ouais. Voilà. Ouais. Ça, c'est des fentes de retrait. C'est-à-dire qu'il y a de la chaux qui s'en va. Qui sèche. Voilà. Et ça, avec la chaux, ça dure tout le temps. Avec les produits à façade aujourd'hui, ou même avec les ciments, il n'y a pas ce retrait-là. Avec les ciments, il y est, mais comme il y a une prise qui se fait tout de suite, ils arrivent à les resserrer. Et avec les produits de façade, il n'y en a pas. Voilà, ils ont des produits hydrofuges, etc. Et ça ne peut jamais de fente comme ça. Donc ces fentes-là, ça c'est un faïençage, avec la chaux, ça le fait tout le temps. Nous, comme on vient là le recouper, on cache la plupart. Si vous faites un frotté fin, il y a beaucoup plus de faïençage que ça. Avant, tous les enduits étaient comme ça. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Plus un seul. Donc, on n'a plus l'habitude à ça. Ces fentes-là sur un frotté fin, donc si vous avez une couche de frotté fin, l'eau, quand elle passe, quand il fait des temps comme ça, on voit ressortir, l'eau, elle rentre différemment à cet endroit-là qu'ailleurs, et on voit ressortir les spectres des fentes, même si on ne les voit pas en surface. Parce qu'en surface, comme on a mis plusieurs couches, la dernière couche, souvent, elle n'est pas fendue, parce qu'elle est plus fine, etc. On fait en sorte qu'elle fende moins, mais on voit les spectres. Donc, c'est pour ça qu'un frotté fin sur des grandes façades comme vous, quand on n'a pas l'habitude, on voit plein de taches de couleurs, on voit des fentes, et dès qu'une façade ouest, par exemple, qui prend beaucoup la pluie, vous voyez, si vous le faites avec la machine, vous n'avez pas ce faïençage, etc. Parce que vos couches sont hydrofuges, donc l'eau elle pénètre pas à l'intérieur, et donc on ne voit pas ce faïençage. Parce que ce faïençage, en fait, c'est les couches de dessous. Voilà. Et donc, un aspect comme ça d'un mur à pierre vue, moi je vous le conseille, ça ne faut pas le filmer, parce qu'il va le donner à M. Vermorel. Et j'ai pas le droit de conseiller un enduit à pierre vue. Mais l'avantage de l'enduit à pierre vue, c'est que ça plaît toujours à tout le monde. Ça, l'aspect, il est satisfaisant tout le temps. Il satisfait notre œil contemporain. Un enduit frotté fin, c'est beaucoup plus dur à satisfaire notre œil, où aujourd'hui tout est lisse, il n'y a pas de défaut, il n'y a rien. Et par contre, si vous faites quelque chose qui n'a pas de défaut sur un bâtiment comme le vôtre, vous avez l'impression de maison. De faire un enduit plein dans ce cas-là, jeté au balai, c'est des enduits, si vous voulez, qui ne sont pas, on va dire, d'une grande facture architecturale. Ce type d'enduit, c'est pour ça qu'il a été un peu critiqué dans le temps, à partir du XVIIIe siècle, le XIXe et même XXe, ils ont récupéré les deux enduits, frottés fin par exemple, au XVIIIe, et puis ils ont tapé au balai des petits grains dessus, voilà, pour recouvrir et dessiner des mots de nature souvent très raides. Oui. Hein, donc des encadrements, des mots de nature très rigides, très raides. Ça, voilà, à partir du XVIIIe, le XIXe. Après, ils ont commencé à faire la même chose avec une moustiquette. Voilà, et ils ont fini dans les années 80
1980 avec une machine et à faire la gouttelette qu'ils appellent, voilà, avec des petits grains comme ça. Donc aujourd'hui, ben, on n'a pas envie de retrouver ce type d'enduit. Sauf que sur un bâtiment industriel comme il y a en haut, moi je trouve que ce type d'enduit fait avec un balai de façon traditionnelle, et ben je trouve que vraiment on se retrouverait dans la peau d'un bâtiment industriel. Et la fabrique haute qui est en haut, qui est tout en hauteur, qui se voit bien, qui n'est pas la maison d'en bas, moi je trouve que ça amènerait beaucoup au domaine, à l'ensemble, en fait, si on retrouvait un enduit de cette époque-là. Moi, voilà, on repasserait, comme ça se faisait à cette époque-là, l'enduit sur l'ensemble, ouais, hein, ouais. et on fait un frotté fin. Donc on fait toutes nos couches, on fait le gopti d'accroche, un rejointoiement avant si c'est nécessaire, le gopti d'accroche, le corps d'enduit. Il y a des temps d'attente de 15 jours ou 3 semaines entre chaque couche, la finition frotté fin. Et quand on en a la finition frotté fin, le même jour, dans le frais, on va venir taper un enduit voilà, avec un balai. Il y a plusieurs techniques. Je trouve que celle qui est le plus esthétique, c'est de tremper un balai de genêt dans l'enduit et de le taper contre un bâton. Ça projette des petits grains et ça fait quelque chose. Ouais, voilà, ça fait quelque chose de traditionnel et de plus fin que d'aller essayer de marquer avec le balai directement contre le mur. Là, on a des choses très grossières et qui ont été faites un peu partout. Souvent, les églises, la première façade, elle est frottée fin. Ils hiérarchisent les façades et puis les autres, souvent, elles sont faites au 19e avec un balai, mais où ils tapent directement contre le mur juste pour couvrir les murs pour les protéger. Voilà. Mais là, c'est pas très esthétique. Et vous, comme c'est quand même la façade principale, je trouve que c'est plus esthétique avec un balai de venir projeter des petits grains. Voilà. Donc là, on aurait un aspect un peu comme la tyrolienne. Voilà. Et donc, on ferait notre frotté fin. Et ce qui est déjà compliqué à faire dans une journée parce qu'il faut faire des grandes surfaces. Et juste derrière, on viendrait taper dans le frais le même jour le projeter. Donc c'est quelque chose de très complexe à faire. Parce que oui, faire un vrai frotté fin à la chaux, c'est très compliqué parce que sur un support à la chaux, je parle. Hein, parce que justement, c'est pas hydrofugé, donc faire ce travail-là manuellement, c'est compliqué. Et en plus de ça, il va falloir venir taper des grains avec un balai. Où là, il faut quand même maîtriser les grains qu'on met, maîtriser le mortier qu'on fabrique pour mettre dessus. Voilà. La couleur peut être mise dans ce cas-là dans le mortier. Voilà, parce que les enduits à la chaux, on ne les teint jamais dans la masse. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne avec les produits machines, parce qu'il y a toutes sortes d'adjuvants. Mais dans la chaux, si on met des pigments directement dans la chaux, dans la frotté fin par exemple, et ben, l'eau, elle part différemment à certains endroits. Par exemple ici, ben, elle va s'évaporer différemment d'ici, hein, si on recouvre, parce que là il y a moins d'épaisseur. Et donc ça entraîne les pigments en s'évaporant, et donc il y a des grosses taches n'importe où. Donc on ne peut pas teinter dans la masse quand on fait un frotté fin. Voilà. Par contre, dans cette technique de projection au balai, c'est traditionnellement teinté dans la masse. Voilà. Sans respecter d'ailleurs les 3% de teinte de la norme, etc. Voilà. Parce qu'on ramène juste des petits grains. On n'est pas dans quelque chose, dans un enduit uniforme, voilà, où si on a plus de 3%, on peut avoir des faillances. Voilà. Et puis là, on est vraiment dans une technique traditionnelle. Donc on peut mettre une teinte un peu ocrée, souvent, c'était comme ça. L'inconvénient de ces enduits, c'est qu'ils s'encrassent. C'est pour ça que souvent, dans les rues, on en voit plein. Dans toutes les rues, on voit beaucoup d'enduits comme ça au balai, 18e, 19e, on en voit beaucoup. Et ils sont souvent noirs, mais c'est parce qu'ils sont encrassés. Donc c'est un des défauts qu'on aura beaucoup reproché aussi. Aujourd'hui, quand on vient recouper comme ça et qu'on fait des grains, ça s'embrasse autant que des petits grains qui sont faits avec un réglage. Donc faut pas. Voilà. Ça, et donc dans ce frotté fin, pour finir avec les encadrements, on tape notre balai. Et après, encore une autre opération, on va venir nettoyer les encadrements, vu qu'on est en frotté fin, qu'on vient de faire. On nettoie les encadrements, on nettoie les chaînes d'angle. On peut pas les nettoyer par exemple et faire dessiner des faux appareils de pierre dans les angles ou autour des ouvertures. Voilà, on peut faire plusieurs choses comme ça. Voilà. Donc soit dessiner un détourage de 2 cm pour faire un faux joint et dessiner des faux joints, soit tout nettoyer et après traiter en badigeon l'ensemble de l'ouverture et les chaînes d'angle. Moi je pense que c'est la solution la mieux chez vous. Voilà. Faire un soubassement également, bien sûr. Voilà. Et le soubassement, on peut soit le faire en surépaisseur, un peu, voilà, soit le faire d'un traitement différent, soit le faire en même temps qu'on fait tout le reste de la façade et le badigeonner après. Le soubassement, on le traite différemment et donc on marque un soubassement, donc soit par un liseré et une couleur différente. Hein, je pense que là-bas c'est ce qui est intéressant. Et ce soubassement,
Et pourquoi on le marque? Parce que c'est quelque chose à entretenir. Alors il y a deux raisons pour lesquelles on le marque. On a vu tout à l'heure de l'autre côté, alors là apparemment, pourtant là c'était tout tendu au ciment. On a tout piqué le ciment, mais la façade n'est pas trop humide. Donc ça c'est plutôt bien. Parce que des fois, le ciment il a gardé l'humidité dans le mur pendant des années. Et donc en soubassement, il y a des remontées capillaires. Et on voit des auréoles qui remontent à 50, 60, 80. Donc ça, dans l'esprit, on a une façade et un soubassement. Et quand on a des auréoles dans le soubassement, ça les maintient dans le soubassement. Et visuellement, c'est un peu... On comprend la fonction du soubassement. Et en plus de ça, c'est une partie qui va s'habiller beaucoup plus vite. Voilà. En plus de ça, quand on fait des grandes façades, on peut très bien... Déjà, il faut faire 20 bétonnières. Nous, quand on fait 20 bétonnières, on met des sauterelles, il n'y en aura jamais une même. C'est une fabrication artisanale. Mais il n'y a aucun intérêt à faire la même chose. On n'a pas un produit qu'on achète. Voilà. Et ça ne change pas grand-chose d'ailleurs. Qu'on mette 8 sauts de sable ou 9 sauts de sable. Entre deux journées, il faut savoir qu'un sable, il peut avoir à peu près 20-25% d'humidité. C'est-à-dire que nous, on met 10 seaux par sac de sable. Mais si on a 20% d'humidité, ça veut dire qu'on a 20% d'eau. 20% d'eau. Donc on ne met plus que 8 seaux de sable. Et le lendemain, s'il fait sec, ou si le sable est sec, et bien là, on met 10 seaux de sable. Donc on peut se tromper, on se trompe de 20%. Donc l'intérêt, nous, il n'est pas à jamais se tromper. Voilà. Voilà. Et donc en expliquant tout ça, et ben voilà, à chaque fois, les gens, ah oui, mais je comprends ce que vous m'avez dit, monsieur Hannequin, mais ce défaut-là, où on n'avait pas parlé, alors là, par exemple, pour être plus concret, vous voyez que ici, sans parler de l'humidité, parce qu'aujourd'hui il pleut, là c'est beaucoup plus blanc, c'est beaucoup plus clair. Parce que dessous, il y a certainement une pierre qui a pompé l'humidité. Quand moi j'ai recoupé mon mur de partout, là c'était plus sec. Donc ça fait une autre couleur, là plus claire en l'occurrence. Voilà. Et ça peut être un bandeau par exemple, ça peut être, voilà. Voilà. Là vous savez tout, hein. J'en sais pas plus. Donc avant on sortait une pierre qui était plus ou moins de carrière, qui était plus ou moins droite. C'était déjà du bloc qui était déjà sorti de carrière et quand même dressé. Voilà. Mais du coup, on avait plus des parements de ce type, hein, déjà un peu, pas broché, mais un peu dans ce genre-là. Donc, quand on veut redresser un parement comme ça, on fait une ciselure, hein, bien droite, on met notre règle, on dégauchit la règle d'en face, on fait une autre ciselure, et après, pour relier entre les deux, il faut enlever de la matière, avec différents outils qui peuvent être soit des marteaux taillants, soit une broche. Et quand on s'approche vraiment du parement, on peut mettre par exemple la boucharde, boucharder le parement pour avoir quelque chose de plus en plus lisse, jusqu'à la fin le graiser ou avoir quelque chose, le polir, et, voilà, avoir quelque chose de très net. Aujourd'hui on a des parements qui sont sciés, et donc si on ne taille pas des formes dedans, on leur met juste un effet de taille, un parement. Voilà. Mais ce qu'ils faisaient déjà à l'époque, c'est-à-dire qu'une fois, mettons si là on avait une forme un peu quelconque, quand on avait fait nos ciselures, dressé la face, ensuite on reportait la ciselure sur la partie qu'on avait taillée. Voilà. Donc les ciselures étaient reportées, il y avait quand même un parement qui était mis en place. Au XIe siècle, il y avait des parements décoratifs avec des layages, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Donc le fait de remettre un parement, c'est pas une aberration, c'est toujours fait. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus. Si c'est un parement qui est droit, on n'a plus besoin de le dresser, il est déjà dressé. Par contre, dès qu'on a des formes à faire, donc soit les feuillures là-bas, soit par exemple le glacis de l'appui, là on est obligé de tailler, voilà, donc de chasser, d'enlever la matière à la gradine et de finir au taillant. Ou au ciseau charru pour remettre le parement. Mais donc là, il a fallu tailler cette forme à l'intérieur. Donc on va faire cette ciselure-là, mais du coup qui est... Alors c'est relativement long. Alors là, c'est un peu une fausse ciselure parce que le parement est déjà droit. Alors, quand on fait des ciselures comme ça, on peut plutôt, normalement, une ciselure, quand on est déformé, on va la pousser comme ça pour enlever la matière et la dresser. Et là, comme on est juste sur un parement, on va plutôt la faire dans l'autre sens en arrière, voilà, en revenant. Et comme ça, on voit bien ce qu'on fait et on a quelque chose de bien nickel.
évidemment, c'est beaucoup moins compliqué de refaire juste une cisure sur un parement qui est déjà droit. Hein. Voilà. Et donc là, on va brocher la face dessous. Alors après, ici, bah, on a la taille pour avoir la forme. Voilà. Ensuite, on met l'effet de taille pour du parement. Voilà. Donc là, c'est ce que j'étais après faire parce que là, il n'y avait pas de forme à tailler sur cette partie. Et la partie de dessous, on la broche comme les parties latérales. Pourquoi? Pour qu'elles accrochent dans le mur. Et voilà, que ça fasse une accroche, pas que ça soit trop lisse. Avant, c'était pas nécessaire parce que c'était déjà broché. Voilà. Donc là, je viens chasser. On va chasser le côté. Alors là, bien sûr, c'était un peu petite. Et là, on peut faire la même chose en beaucoup plus rapide avec le têtu. Donc là, on pourrait suivre une ligne plus droite, hein, mais il n'y a pas d'intérêt ici. Donc, chaque fois qu'on taille des blocs, on est sur des blocs qui font presque une centaine de kilos. C'est difficile d'avoir des blocs plus légers en taille de pierre. Et toute la journée, il faut les brasser, les tourner, etc. En faisant attention pas casser les arêtes. Donc en taille de pierre, on protège toujours toutes les arêtes. Donc là, je les ai tout simplement dégrossis à la chasse, voilà. Et sinon, bah, on les protège par une ciselure, on peut les protéger avec la disqueuse si jamais on taille la disqueuse en faisant un premier trait, mais il faut toujours protéger les arêtes pour pas que ça casse plus loin. Voilà. Et là, ben, on peut brocher. Voilà. Donc, et là, voilà, tailler manuellement avec une chasse. Si la pierre est suffisamment tendre, on enlève des morceaux, ça va assez vite. Brocher, ça va assez vite aussi. Donc on peut encore travailler manuellement. Voilà. Quand on est sur des pierres dures comme ça, c'est évident que là, on a intérêt à faire tous les épannages avec la disqueuse. Ça va beaucoup plus vite. Là, c'est... voilà. Ici, on peut encore. Cela, voilà. On broche. Donc, un complexe. Alors, quand on broche, il y a plusieurs techniques. Si on voulait dresser quelque chose, on pourrait faire des lignes comme ça et ensuite venir à chaque fois enlever la matière jusque dans la ligne. Et puis là, on a plutôt... je pique plutôt la surface. Voilà. Et là, je vais aller chercher un autre outil, autre chose. Alors j'en sors quelques-uns, mais voilà, on peut avoir de la gradine, du ciseau, de la boucharde, et il y a même maintenant des outils modernes, des roulettes, des machins bouchardés. Bon, ça, moi je m'en sers pas, j'arrive pas à m'en servir, je trouve que l'aspect est pas... Voilà. Okay. Ceux qui sont bleus, c'est pour tailler le grès, ils sont plus résistants. Voilà. Et voilà, et donc là par exemple, une boucharde qui fonctionne assez bien, elle donne un aspect assez proche de ce qu'on peut faire à la main. Et après, il y a les outils manuels. Donc, moi j'utilise beaucoup. Donc là, il y en a plein ici. Donc, il y a voilà, les ciseaux, les bourrons, les gravelets pour la gravure, les gouges, adangas, etc. Des chemins de fer, j'utilise assez peu, c'est fait pour les pierres tendres. Pour le grès, ça marche très mal. Voilà. Et là, les marteaux.
Donc quand on veut tailler à la main, voilà, il faut savoir servir de ça, c'est ce qui sert le plus, parce que ça c'est, enfin, pour faire de la grosse taille, hein. Voilà, donc ça c'est la boucharde, voilà, on peut changer les plaquettes. Donc les bouchardes, c'est des dents, il y en a le même nombre de chaque côté. Voilà, donc ça c'est la 36 dents, voilà. Et là c'est 80, qui est utilisé depuis le XVIIe siècle, qui a été utilisé beaucoup au XIXe. Voilà. Ça c'est... Voilà, ça je m'en sers beaucoup, hein, pour brocher, c'est les pics, voilà. Et un outil qui est plus un outil vraiment pour faire du parement, plus un outil de maçon, c'est le tétu. Donc ça, chaque fois qu'on maçonne des murs, tous les parements on les fait avec le tétu. Voilà, donc le tétu qui a un pic d'un côté et de l'autre côté un peu comme une chasse, hein, pour chasser. Voilà. Donc ça c'est tous des outils qui sont forgés, hein. Ça c'est un outil, celui-là, qu'on achète aujourd'hui. Et il a de tétu que la forme, hein, parce qu'il est coulé, dans une espèce de moule, et à part la forme, si je m'en sers une fois, et ben, ça va devenir une massette. Voilà. Donc il sert à décorer celui-là. Et par contre, ceux-là, ils sont forgés, donc là, ceux-là, on peut taper vraiment sur les pierres, ça les abîmera jamais. Voilà. Donc les tétus, ben, là, j'en ai là, mais j'en ai aussi emmanché avec des manches beaucoup plus gros. Voilà. Voilà. Donc on se fait livrer des gros tas de pierres et on prend les pierres, on les pose comme ça et on les déligne à l'œil et on tape dessus à deux mains. Voilà. Les outils vraiment de taille, ils sont faits pour être tenus à deux mains, pour vraiment pouvoir enlever de la matière. Et donc on tape toute une ligne. La difficulté c'est ça, c'est de suivre sa ligne. Voilà. Et après, quand on a quelques petits becs sur la pierre, on vient les enlever avec ça. On s'en sert relativement peu parce qu'on arrive à enlever assez de matière normalement avec le... Donc ça c'est le marteau qui sert à tailler la pierre. Donc avec donc cette partie-là qui est plate, normalement c'est ça le marteau taillant, c'est une laie. Voilà, donc d'où le parement layé. Mais ça sert, plus que ça sert à tailler, à dégrossir tous les blocs. Voilà, donc pareil, les marteaux, quand on veut enlever de la matière, il faut les tenir à deux mains. Et ensuite, on a plusieurs positions pour les marteaux. On peut les tenir comme ça, voilà, et on peut les tenir aussi pour faire des finitions comme ça. Voilà. Et donc, on arrive à tailler même des moulures avec un marteau taillant. Le marteau taillant, c'est utilisé beaucoup au 11e, 12e siècle. Voilà. Ensuite, on a utilisé le marteau à bretteler, la bretture. Donc, ça, c'est un marteau à dents carrées. Voilà. C'est une bretture, ça. C'est un parement plutôt du XIIIe siècle. Donc au XIIIe siècle, ils utilisaient cet outil-là. Voilà. Pas plus le taillant. Voilà. Et surtout, bah, là, c'est surtout la forme de l'outil. Là, on n'est plus sur un marteau taillant, on est sur une polka. Voilà. Ouais. Donc on a des plats, on a un plat horizontal. Voilà. Comme d'ailleurs celui-là. Et là, on est sur une polka et donc, ensuite, les moulures étaient taillées beaucoup plus. Il y avait beaucoup plus de moulures. Donc là, on est à l'époque gothique. Et là, à l'époque gothique, beaucoup plus de moulures. Et donc, on commence à tailler les moulures avec. Ça n'a pas duré longtemps. Après, c'était tellement compliqué qu'après, on a utilisé des ripes. Donc, on n'avait pas le chemin de fer, mais on avait le même système avec des ripes. On vient gratter la matière, riper la matière. Voilà. Donc, le chemin de fer, pourquoi? Voilà, le chemin de fer, ici, il a une mauvaise réputation. Pourquoi? C'est juste dans son utilisation. C'est parce qu'il a été utilisé au 19e siècle, à une époque où on arrive sur les bâtiments qui sont déjà en place et on les ravale, exactement comme on fait avec une disqueuse, on enlève le calcin. Donc on dit, bah tiens, le chemin de fer, ça abîme les pierres. C'est pas le chemin de fer qui abîme les pierres. Ça abîme pas si on taille une pierre neuve, ça abîme parce qu'on taille des pierres qui sont en place avec déjà du calcin. Il y a des outils, tous ces outils, en fait, tous ces marteaux, ils viennent percuter le matériau. Et sinon, il y a exactement tous les mêmes outils. Voilà. Donc, on peut bretteler avec ça. Et puis, on peut layer avec un ciseau charrue. Voilà. Donc, tous ces outils, par contre, ils ont besoin d'un percuteur. Donc, on va taper dessus avec soit une massette tronconique, soit une massette normale, soit un bol en bois. Voilà. Et, ou un maillet en caoutchouc, par exemple. Et si on tape avec un maillet en caoutchouc sur de la pierre dure, par exemple, pour faire une ciselure, elle sera beaucoup, ça éclatera beaucoup moins que si on tape avec un outil plus dur. Voilà. Pareil avec le bol en bois sur les pierres tendres. Et ensuite, suivant les outils avec lesquels on tape, voilà, avec cet outil-là, on peut taper avec un outil métallique dessus. On ne va pas l'abîmer. Voilà. Quand on a des maillets des ciseaux avec des manches en bois, faut taper dessus avec un bol en bois. Voilà. Voilà.
Ça. Et donc là, on a un percuteur à côté. Et c'est pour ça que sur les outils, certains architectes aiment bien justement des outils comme ça. Parce que là, ici, on a une percussion qui est forte mais lente. Et ici, on a une percussion très rapide. Voilà. Et donc, la percussion très rapide, ça abîme beaucoup moins qu'une percussion plus lente et plus forte. Voilà. Donc, voilà. Donc d'un côté il y a ça, donc après c'est voilà, c'est pour ça que quand moins on tape fort, moins on abîme. Donc les disques qui sont déportés. Donc là, quand on taille une pierre, on vient casser le morceau et on peut continuer de descendre dans la pierre. Parce que ici, il n'y a rien qui dépasse. Une disqueuse normale, le boulon dépasse de ce côté. Voilà. Il y a différentes tailles. Et après, on a toutes sortes. Hein. On peut avoir des rabots. Là, j'ai une circulaire. Ça, c'est une carotteuse. Ça, c'est une tronçonneuse avec une chaîne à carbure ou à diamant. Et puis là-bas, c'est une tronçonneuse thermique avec un disque. Voilà. Donc, mais c'est des outils, ça, qu'on utilise très peu en taille de pierre. En fait, c'est plus pour les refouillements, découper un produit fini. Là, on le recoupe à la toile ou on le relève à la toile dans le frais. C'est-à-dire que là, l'enduit, il est frais, quoi. C'est pas grave, le doigt dedans, quoi. C'est encore frais. Voilà. Si en plus on rajoute quelques adjuvants, et ben là ça fond pas du tout, quoi. Donc, les enduits d'aujourd'hui, monocouche, ciment, ils fondent plus. Et là, plus on a d'épaisseur, plus on a du retrait, ce qui est logique. Donc les couches de dessous, eh ben, elles ont beaucoup plus de retrait, elles fondent beaucoup plus. En plus, on les fait plus grasses pour qu'elles soient plus résistantes. Et ensuite, eh ben, l'eau, elle arrive à passer à travers le frotté-fin, enfin l'humidité, et se loger dans le faïençage qui est dessous. Et donc, on arrive à le voir par transparence. Sur un frotté-fin, quand c'est pas adjuvanté, qu'il n'y a pas de ciment. La vraie difficulté de cette technique-là, c'est l'ensemble de la technique. C'est-à-dire d'être capable de faire le frotté-fin le matin parce qu'on va travailler dans le frais, de savoir qu'il faut travailler dans le frais, de se faire les bons mélanges, de faire les raccords, de passer derrière les... Ouais, parce que là, vous êtes très liquide quand même, non? Voilà, de savoir le doser, de savoir, etc. Il y a plein de choses à savoir quand même. Et ça, vous avez appris comment avec votre père? Ça, c'est des techniques que j'ai déjà vues avec des anciens patrons, mon père, donc des gens qui auraient 90 ans aujourd'hui, par exemple, et qui ont appris, voilà, qu'on a appris avec des gens plus vieux qu'eux. Donc moi, j'ai utilisé quelques techniques de jeter au balai. Il y en a plein de sortes différentes. J'en ai utilisé qui se sont faites assez récemment avec les balais directement sur le mur qui donnent des résultats beaucoup plus grossiers. Et puis après, c'est des techniques que j'ai travaillées, donc j'ai déjà fait des chantiers avec. Et un chantier d'avoir un soubassement, puis après une façade de 20 mètres carrés, après une façade d'église de 60 mètres carrés, et puis là maintenant, si on choisit ça, on sera sur des 1000 mètres carrés. Et des enduits différents, j'en ai fait, je sais pas, 200-300 sortes.
Donc après, bah, voilà, même si un type d'enduit, des fois, on a fait moins de mètres carrés qu'un autre type d'enduit, on voit pas la différence. Pratiquement, je fais pas 2 chantiers les mêmes. Là, on en est à 1,5 mètre carré et demi. Bravo. On a 980 mètres carrés à faire. Moins 2, ça fait 938. J'ai mis la terre d'ombre, vous devez connaître. C'est un pigment qui est très utilisé. Et j'ai mis ça, mais j'en ai pas mis beaucoup. Donc celle-là, normalement, enfin on le voit déjà là, mais parce que c'est la même chose. Hein. Là, ça c'est le même mortier, sauf que celui-là, je l'ai remouillé et teinté. Vous voyez déjà la différence de couleur. Quand ça va sécher, bah, ça va peut-être s'atténuer un peu, je sais pas, mais on peut varier la teinte. Hein. Là, c'était juste pour partir sur quelque chose. On peut mettre plutôt de la terre tienne ou de l'ocre jaune. Là, je suis parti sur de la terre d'ombre. Moi, le plus gros contresens, ce serait de pas du tout remettre d'encadrement, de chaîne d'angle ou de choses comme ça. Parce que là, on est sûr d'être faux. Alors, après, je sais bien qu'on invente, mais de toute façon, si on fait pas de composition de façade, on invente aussi, vu qu'il y en avait forcément. Bien sûr. Voilà. Donc, voilà. Non, puis avec la confusion, l'œil Après, de bœuf et tout. Je pense qu'il faut rester simple, mais au moins peut-être des encadrements, des chaînes d'angle. Et puis alors moi, ce que j'ai proposé, et que là, c'est plus au niveau technique, difficile, ce hein. serait un bandeau au niveau des appuis de fenêtre, comme on voit sur beaucoup de bâtiments. Alors, Ouais, mais là, voilà. Et pourquoi? Ben non, mais pourquoi? Pour pouvoir couper ma façade. Parce que là, il faut qu'on trouve un moyen pour couper la façade. Parce que là, est-ce que vous pensez impossible. que la finition jeté au balai vous permet pas de, justement, de traiter le raccord? Eh ben moi je pense pas, mais non, ce qu'il y a, enfin, je vous dis pourquoi c'est, en fait on travaille sur le frais. Hein. Alors c'est la grosse différence avec les enduits tyroliennes. Vous travaillez sur frais, c'est-à-dire qu'en fait votre couche lisse et ensuite vous venez en frais. Voilà, et c'est ça la grosse difficulté de ce type d'enduit, c'est que déjà il faut tout faire d'un coup. Déjà arriver à faire des façades comme ça en frotté fin, vraiment, parce que là pour le coup on n'a pas le droit de, on peut plus prendre de produits qu'on envoie avec une machine avec un adjuvant dedans parce qu'on n'arriverait pas à faire le jeté au balai dessus. Voilà. Et chose que de toute façon on n'en fait pas, mais la plupart aujourd'hui des frottés fins qui se font, ils sont faits avec des machines, avec un adjuvant dedans qui permet en fait de faire en sorte que l'enduit ne tire pas et de pouvoir le travailler. Donc travailler sur des grossiers à la chaux avec un frotté fin à la chaux, c'est très compliqué aujourd'hui. Il y a très peu de maçons qui arrivent à faire des grandes surfaces, hein. 20 mètres carrés tout le monde, 200 mètres carrés. Pas du savon noir. Personne. Non, on met rien du tout. Non. Ah non. Ça marche bien. Mais oui, ça marche bien, vu que c'est hydrofuge. Oui, mais c'était assez traditionnel. Hein. Écoutez, je sais pas d'où, mais moi, tous les frottés fins que je vois, d'avant, c'était pas des frottés fins qui étaient adjuvantés. Ouais, enfin, il était à la retraite maintenant, mais c'était un ayatollah de l'enduit à la chaux. Oui, non. Et lui, voilà, avec ce moyen-là, et qu'il avait trouvé des recettes avec ce savon noir, mais vraiment du vrai savon noir. Écoutez, si vous avez des recettes. Non, mais lui, il était tellement ayatollah que je dirais, si lui l'en mettait, je me disais que bon, c'est. Pour pas marcher sur les pierres et salir l'escalier, enfin abîmer l'escalier, même qu'il y a un carton. Et puis, faut pas toucher le mur, pas toucher la barrière, faut rien toucher. Hein, voilà. Non, mais. Je fais une première passe comme toi. Ouais, alors, là, tu vois, quand tu as des gros trous comme ça, et ben là, tu jettes, mais tu n'arrives pas à y caler au fond, d'accord? Donc après, il faut qu'il y ait du mortier qui bourre un peu, et après, il faut se mettre avec des pierres, il faut pousser ton mortier, d'accord? Bon bah ça. Ok, bah vas-y. C'est bon. Badigeon à la chaux, donc c'est un volume d'eau, un volume de chaux, des pigments, et c'est tout. Donc j'ai fait 3 essais pour les encadrements, les chaînes d'angle. Donc pour l'instant c'est passé, donc on ne voit pas encore bien la différence. Ça c'est le ton le plus foncé que je peux faire en badigeon de chaux. Et
terre de sienne, terre d'ombre pour me rapprocher des molasses qu'il y a d'encadrement. En fait, les rouleaux, ça existe depuis très peu de temps en fait. Hein. Mais là, c'est vraiment à la brosse en soie, avec des soies de porc. Voilà, il n'y a que ça qui marche avec les badigeons. Donc, là, ce qui craint le plus, c'est les décollements par le haut. Donc, comme on travaille en grosse épaisseur, il faut se monter des petites couches pour avoir le retrait dans chaque couche. Et chaque couche fait sa prise, et du coup, on n'a pas un gros retrait qui va décoller et avoir une fuite par le haut. C'est la partie la plus sensible de l'enduit. Staring at the sky, still wondering why my heart is bent dry. Unknown is blooming by. Holly mounts of May, blowing by the prey. I put myself away. I cut my chance and say there's still a long way to go. Tied of thoughts hiding low. Tied of thoughts hiding low. Bloom of the day, she came my way to show me what is day. But what instead of gray? Colors are loud, right behind the cloud. I would like to be proud, living my life up loud. There's still a long way to